Bonjour à tous. Donc moi, mon exposé va porter sur le stockage d'énergie. On en a parlé tout à l'heure. Le thème que je vais aborder, c'est en particulier le comportement des cavités souterraines liées au sous-sol, et en particulier le comportement thermodynamique. Parce qu'on va stocker des fluides qui vont interagir avec les milieux rocheux, et par conséquent, cette interaction, elle est très importante. Alors, je vais aller très vite. Pour rebondir par rapport à l'introduction de mon collègue Vincent tout à l'heure, il a dit que le stockage d'hydrocarbures, que ce soit en forme liquide ou gazeuse, c'est une technologie mature qui a presque un siècle d'historique, donc on maîtrise parfaitement, soit le stockage de gaz, le stockage de GNL, le stockage de GPL, le stockage de pétrole liquide, donc c'est des techniques qu'on maîtrise très très bien. Lorsqu'on regarde maintenant le marché de l'énergie et son évolution actuelle, il y a deux phénomènes marquants qui sont très importants. Le premier, ça concerne la dérégulation du marché du gaz. Vincent a dit tout à l'heure que le stockage de gaz, classiquement, sont des stockages saisonniers. C'est-à-dire on stocke l'hiver, plutôt on stocke l'été, on exploite l'hiver. Maintenant, le marché il est dérégulé et les gens veulent avoir la bonbonne de gaz avec un cyclage rapide. C'est-à-dire on veut exploiter le gaz pour répondre aux besoins d'électricité en particulier très rapidement, avec des cycles rapides. Et puis il y a le volet, tout ce qui est énergie renouvelable qui rentre en jeu. L'électricité, dans ce cas, il y a un besoin de stockage d'électricité comme ça a été souligné. On veut stocker l'électricité en masse, avec des capacités supérieures aux 100 MW, 200, 300 MW. Ce stockage-là va se faire sous forme d'air comprimé, je vais vous expliquer comment ça se passe. Et aussi, dans l'optique de ce qu'on appelle le tout pour le gaz, le power to gas, c'est essayer de créer du méthane synthétique, le CH4, à partir d'opérations d'électrolyse, méthanation, en produisant de l'hydrogène, en récupérant du CO2 et, comme l'a dit tout à l'heure Vincent, l'oxygène pourrait servir pour brûler le méthane dans une opération d'oxyfuel, comme on l'appelle. Donc ces modes de stockage, ces nouveaux modes de stockage de l'électricité sont des stockages au quotidien. C'est-à-dire on va stocker au jour le jour avec des cycles d'injection et de soutirage quotidiens. Et ces cycles-là, comme vous allez le voir, vont induire des fortes sollicitations au niveau des cavités et du coup la perception de la conception, du design et de la stabilité du stockage va changer fondamentalement et d'où donc il faut avoir une nouvelle approche pour aborder ce problème. Et c'est ce que je vais essayer de vous exposer. Tout d'abord, je vais m'intéresser uniquement à deux types de cavités de stockage. Je ne vais pas traiter le cas des stockages en aquifère. Je vais traiter uniquement le stockage des cavités, que ce soit des cavités minées. Ce sont des cavités que le mineur, on les appelle minées parce qu'on le creuse avec des techniques minières, foration, tir à l'explosif et ainsi de suite, ou éventuellement creusement mécanique si cela est possible. Je vous montre ici quelques exemples. L'exemple du bas, c'est un stockage de Geostock, Vexin, qui notre ami est présent ici, où on stocke du GPL avec le principe de confinement hydrodynamique dans une roche de type craie. Et donc, on va stocker du GPL. L'exemple du haut, ça représente une cavité minée dans un terrain granitique fait par GDF Suez pour stocker du gaz dans une cavité minée revêtue. Dans les cavités minées revêtues, on stocke soit du gaz naturel, gazeux, soit du GNL, soit aussi, comme on le verra tout à l'heure, on peut stocker du pétrole aussi. Les autres types de cavités qu'on utilise, ce sont des cavités salines. Le sel est un matériau avec une très faible perméabilité et qui se dissout à l'eau. Et par conséquent, on est capable, dans des formations salines, soit sous forme de couches ou sous forme de dôme, comme vous le voyez ici, de lessiver des cavités avec des volumes considérables qui vont servir comme milieu pour stocker
le produit que l'on veut mettre. Et dans les cavités salines, on peut stocker du pétrole, on peut stocker du gaz naturel, on va stocker de l'air comprimé, on va stocker, on va en parler de l'hydrogène, du CO2, de l'oxygène et ainsi de suite. Donc le processus de la création de ces cavités, il est simple, c'est un processus par dissolution, c'est-à-dire on envoie de l'eau douce et par un système de matelas d'air ou de fuel, on va contrôler le processus de dissolution pour former des cavités qui peuvent avoir des volumes de centaines de milliers de mètres cubes, voire des millions de mètres cubes. Vous voyez ici une illustration juste pour vous donner un ordre de grandeur de volume que l'on peut atteindre. C'est une technologie de lessivage qui est bien maîtrisée, à la fois pour l'exploitation du sel lui-même en tant que substance ou pour le stockage d'hydrocarbures gazeux ou liquides. Alors maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le stockage de l'électricité avec la contribution de l'énergie, des énergies renouvelables, que ce soit sous forme éolien ou sous forme photovoltaïque. Donc on a besoin de stocker de l'électricité. Et l'une des techniques de stockage de l'électricité, c'est de comprimer l'air et de le restituer lorsqu'on a besoin de l'électricité. Ça s'appelle le KES, donc c'est du stockage d'énergie sous forme d'air comprimé. Le principe, il est simple. Donc, vous avez de l'électricité qui est en surplus, avec un prix très très bas, voire parfois on est quasiment payé pour avoir de l'électricité. Donc, on va comprimer de l'air comprimé avec des compresseurs et on va stocker cet air comprimé dans des cavités, que ce soit salines ou des cavités minées, comme on le verra tout à l'heure. Et sur la journée, sur la durée de la journée, une fois qu'on a besoin de produire de l'électricité, on va détendre cet air comprimé, on va le brûler, on va le réchauffer, le brûler pour faire tourner une turbine et ainsi produire de l'électricité. Ça, c'est un système, on le verra, qui est bien maîtrisé, qui fonctionne. Alors, ce système-là, en revanche, il a 3 inconvénients majeurs. Tout d'abord, c'est que lorsqu'on comprime l'électricité, la chaleur de compression, elle est perdue. C'est de la chaleur qu'on perd. Secondo, c'est que lorsqu'on détend l'air comprimé, l'air est froid et on a besoin de le réchauffer pour turbiner. Et du coup, on a besoin d'énergie thermique fossile. Et du coup, on a, pour les problèmes de CO2, environnementalement, ce n'est pas très recherché. Le troisième inconvénient important de cette technique, c'est que le rendement, en termes énergétiques, il est faible. Il tourne autour de 50%. Cette technique, comme je l'ai dit, elle est bien connue, elle est bien contrôlée. Il y a actuellement 2 installations commerciales qui existent dans le monde. La première, elle se trouve en Allemagne, à Ontarf, qui a été faite, comme vous le voyez, depuis 1978. La deuxième, elle se trouve à McIntosh, aux États-Unis. La première produit 290 à 300 mégas sur uniquement 3 heures de soutirage. En revanche, la deuxième, elle produit 110 mégas, mais sur une durée beaucoup plus importante qui est de 26 heures. Ces 2 installations sont toutes les 2 associées à des cavités salines. Avec la première, on a un volume de l'ordre de 300 000 mètres cubes et la deuxième, elle a un volume de l'ordre de 550 000 mètres cubes. Un autre point très important, c'est qu'on perd la chaleur de la compression et en plus, l'air qui sort des compresseurs, une fois que la chaleur elle est perdue, l'air est refroidi pour ne pas perturber le comportement des cavités et pour la protection des conduites. Donc en plus, on doit refroidir l'air. Donc c'est encore de l'énergie qu'on perd. Tout récemment, c'est de nouvelles très fraîches. Il y a un gros projet aux États-Unis, dans l'Utah, où il est question de produire un système de KES avec une capacité de 1,2 gigawatts. C'est tout frais, ça date de quelques semaines, pas plus. Et c'est un projet associé à 4 cavités salines. Chacune a une capacité de stockage de 1,2 million de mètres cubes. Alors, pour aller dans le sens de la question qui a été posée tout à l'heure par rapport à l'air comprimé, pour essayer de pallier ces inconvénients d'un système KS classique, on réfléchit actuellement, les travaux de recherche tournent autour de ce qu'on appelle le stockage adiabatique de l'air comprimé. C'est ce qu'on appelle le système AAKS.
Le principe du système, ça consiste, comme le principe général, à comprimer de l'air comprimé, sauf que cette fois-ci, la chaleur de compression, on va la stocker dans ce qu'on appelle un régénérateur. Un TOS, comme vous le voyez ici. Ce régénérateur va conserver la chaleur, et puis l'air pneumatique va être stocké dans une cavité minée ou une cavité saline. Et lorsqu'on a besoin de produire de l'électricité, on va restituer l'air, on va détendre l'air, et sauf que l'air, cette fois-ci, on n'a plus besoin de le réchauffer, va passer par le régénérateur pour récupérer sa chaleur, et on arrive ainsi à turbiner sans avoir besoin d'énergie fossile pour chauffer l'air, et on arrive aussi à des rendements de l'ordre de 70% qui deviennent significatifs. Le gros challenge dans cette méthode, c'est la conception de ce régénérateur. C'est une structure extrêmement complexe. Je vais vous montrer un exemple. Ici, ça c'est un projet financé ou sponsorisé par l'ANR sur lequel nous avons travaillé avec GDF Suez, Saint-Gobain et le COA pour la conception d'un stockage adiabatique de capacité ou de puissance 200 MW. Ça, c'est l'une des configurations que l'on a étudiées dans le cadre de ce projet où on a affaire à des cavités minées. C'est-à-dire le stockage de l'air se fait dans des cavités minées que vous voyez ici, ce qu'on appelle lined rock cavern. On a 2 cavités minées et 2 régénérateurs, moyenne pression, haute pression. Vous voyez ici la complexité. Les cavités minées, on les maîtrise, on stocke de l'air à faible température et on contrôle la pression sans problème. En revanche, au niveau des régénérateurs, on va avoir des ouvrages qui ont, vous voyez, les rayons, c'est autour de 10 mètres, de hauteur à peu près 45 à 50 mètres, dans lequel on va avoir des températures des 600 degrés et des pressions qui peuvent monter jusqu'à 150 bars. Vous pouvez imaginer la complexité d'une telle structure, à la fois pour contrôler le comportement du régénérateur en phase d'injection et de soutirage, et surtout l'une des problèmes les plus complexes, c'est comment concevoir le revêtement qui permet d'assurer l'isolation, la stabilité de la structure. C'est un véritable challenge à ce niveau. Et le travail de ce projet SEARCH, une bonne partie du travail a consisté sur la conception des régénérateurs. Les Allemands, on parlait des Allemands, les Allemands travaillent aussi sur cette problématique de stockage adiabatique avec des cavités salines. Vous voyez ici, exemple, c'est un projet ADEL qui a été développé par RWE. Les régénérateurs sont placés en surface à cause de leur complexité. Tout à l'heure, je vous ai montré un exemple où les régénérateurs sont enterrés. Pour ce qui est du stockage d'autres gaz, en l'occurrence le méthane, l'hydrogène, l'oxygène et le CO2, voici une illustration d'un projet qu'on soumet actuellement à l'ANR avec le BRGM, avec Geostock. C'est le principe, le concept qu'on appelle EMO, c'est électrolyse, méthanation, oxyfuel. C'est ce qu'a expliqué tout à l'heure Vincent, c'est-à-dire on va faire une opération d'électrolyse lorsque l'électricité est disponible. L'hydrogène, on ne va pas le stocker, mais on va l'utiliser pour une opération de méthanation, sauf que cette fois-ci, on va stocker au préalable l'oxygène, le CO2 et le méthane synthétique qu'on va produire pour pouvoir par la suite donc, brûler le méthane, turbiner, produire l'électricité, et on forme ainsi une boucle fermée qui permet à la fois de récupérer le CO2 et aussi récupérer l'eau lorsqu'on fait une opération de séchage et on fait un cycle bouclé. Dans ce projet-là, qui est soumis à l'ANR, l'idée ou la partie principale va consister à regarder comment on peut stocker ces différents gaz. Le méthane, on sait le stocker, mais c'est surtout l'oxygène, le CO2 et éventuellement dans d'autres projets, on travaille sur le stockage de l'hydrogène, donc, qui sont des gaz qui ont des comportements thermodynamiques différents que le méthane qu'on connaît classiquement. Alors, en ce qui nous concerne, là, je rentre maintenant sur la partie recherche proprement dite.
Notre démarche de recherche au Centre de géosciences pour traiter ces problèmes-là qui sont nouveaux avec des cycles d'exploitation quotidiens. Tout d'abord, on commence par essayer de comprendre et modéliser le comportement de la roche haute et de ces fluides qu'on va stocker. On va développer des essais en laboratoire qui nous permettent de caractériser le comportement des roches, en particulier les roches salines. Et puis, pour tout ce qui est les fluides, on va développer des lois d'état qui nous permettent de caractériser le comportement de l'air comprimé et les autres gaz que je viens de citer. À ce propos, le Centre de géosciences travaille en forte collaboration avec le Centre thermodynamique des phases, qui est un centre de mine ParisTech. Une fois qu'on a caractérisé le comportement du milieu hôte et de ces fluides qu'on va stocker, on va mettre en œuvre des approches qui nous permettent de simuler et de reproduire le comportement du stockage à travers des simulations numériques, mais aussi avec une forte collaboration avec les exploitants pour essayer d'accéder à des mesures in situ et pour valider toutes les approches de développement qu'on fait. Tout à l'heure, je parlais d'une expérimentation que l'on fait actuellement, qui est financée par la société internationale, le Solution Institute Mining Research, où on essaye de comprendre le comportement du sel lorsqu'il est soumis à des fortes sollicitations thermiques et en particulier à des variations de température importantes, à des refroidissements de 20, 30 degrés et ainsi de suite. Voici des illustrations de cette démarche de recherche. Sur la partie caractérisation des matériaux, dans le Centre de géosciences, nous avons développé dès le départ des moyens d'essai pour caractériser le comportement du sel. Je prends ici l'exemple du sel parce que le sel a un comportement thermomécanique complexe. C'est un matériau qui flue et qui est extrêmement sensible à la température. Donc on va faire des essais de fluage avec des paliers de déviateurs de contrainte et des paliers de température pour caractériser le comportement thermomécanique du sel. Avec ces nouvelles données sur des exploitations rapides, le problème d'endommagement du sel, le problème de comportement du sel sous sollicitation cyclique n'est pas forcément le même lorsqu'on est dans des sollicitations monotones. Donc on travaille sur le développement de moyens d'essai et toute la rhéologie derrière qui permet de rendre compte de ces comportements. Au niveau caractérisation de fluides, je vous donne ici un exemple dans le cadre du projet de stockage d'air comprimé. L'air qu'on stocke, c'est de l'air humide et sa thermodynamique, elle est totalement différente que la thermodynamique d'un gaz parfait, voire de l'air sec. Et par conséquent, lorsqu'on regarde la thermodynamique de l'air humide, il n'y a absolument aucun modèle disponible en public, un modèle public. Les modèles publics sont limités à des pressions de 5 mégapascales et des températures de l'ordre de 200 degrés, pas plus. Et je vous ai dit que nous allons travailler à des températures de 600 degrés et des pressions jusqu'à 150 bars, 15 MPa. Donc la première chose que l'on a faite dans le cadre du projet Search que j'ai présenté tout à l'heure, c'est de développer un modèle qui rend compte de la thermodynamique de l'air humide dans ces fourchettes de température et de pression que vous voyez ici. Et pour les projets qui sont actuellement soumis, nous travaillons aussi sur la thermodynamique de ces gaz de type méthane, oxygène, hydrogène, CO2 et ainsi de suite. La saumure aussi, vous allez voir que dans la cavité, il y a de la saumure, et la saumure, c'est un fluide qu'il faut décrire par sa loi thermodynamique aussi. D'un point de vue numérique, nous avons développé des logiciels 1D, 2D, 3D qui permettent de traiter des problèmes de couplage thermo-hydromécanique, du comportement des cavités. Mais face à cette problématique de stockage avec cyclage rapide, nous avons développé un logiciel vraiment dédié à cette problématique-là, qui est dédié au problème thermodynamique de stockage d'énergie dans des cavités souterraines, où cette fois-ci, nous allons avoir des fluides qui vont circuler dans le puits, et puis nous allons avoir la cavité qui va interagir avec son milieu naturel, et du coup, on a besoin de coupler le puits avec le massif tout autour, et la cavité et son massif.
faire un calcul 2D ou 3D en maillant le puits qui fait 1500 mètres de longueur et une cavité qui fait des centaines de milliers de mètres cubes, c'est hors de question. Donc il faut absolument des outils dédiés à ça. Et pendant les 4 dernières années, notre effort de recherche a été concentré autour du développement de ces outils spécifiques. Et je vais vous expliquer le problème rapidement. Il est complexe. Ici, vous avez une cavité saline. Je prends l'exemple du cas de la cavité saline parce que la thermomécanique du sel est plus complexe. Donc, vous avez un puits qui fait 1500 mètres de profondeur, une cavité qui fait des centaines de milliers de mètres cubes. Vous avez, on n'a pas le temps, mais je vais vous mettre l'accent uniquement sur l'effet le plus complexe. Dans le puits, nous pouvons avoir plusieurs compartiments avec circulation de l'eau douce, de la saumure en phase de lessivage, circulation du liquide ou du fluide, du gaz et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs types d'écoulement, plusieurs comportements. Le problème, il est tridimensionnel. Nous pouvons traverser des terrains avec des hétérogénéités, des formations différentes. La cavité, puisqu'on va avoir des phénomènes thermiques importants, la cavité, elle bouge. Il faut absolument passer par la phase de lessivage de la cavité et reproduire son historique pour avoir le champ de température qui nous permet par la suite de simuler le comportement cyclique de la cavité pendant la phase de l'exploitation. Le sel, c'est un matériau thermomécanique qui subit des grandes déformations, donc c'est un problème en grande déformation, et ainsi de suite. Donc le problème, il y a de l'insoluble, il y a de la saumure dans la cavité, il y a des phénomènes de foisonnement, c'est des problèmes complexes qui, pour être traités, nécessitent une approche spécifique. Alors, je vais tout simplement simplifier comment on a abordé le problème. Donc nous avons affaire à 4 milieux. Vous avez le puits dans lequel vous avez affaire à des écoulements de fluides compressibles. Ce puits va interagir avec le terrain de recouvrement 2, donc il va y avoir des phénomènes de conduction thermique. La cavité, on a dit qu'elle a un comportement dans laquelle on va stocker des fluides avec de la saumure, des insolubles, du gaz et ainsi de suite, différents types de gaz. C'est un système ouvert qui interagit avec le puits et en plus qui va interagir avec un milieu naturel, un comportement thermomécanique complexe avec de la viscoplasticité. Donc ceci nous amène à des phénomènes de couplage entre le puits et son massif, la cavité et son massif, entre le puits et la cavité. C'est des problèmes complexes. Donc on a développé un logiciel qui s'appelle Demeter, qui a été dédié à ce type de problème. Je vais vous montrer 2 applications de ce logiciel. La première, ça concerne le stockage de l'air comprimé. C'est une application du projet Search. Nous avons ici une cavité minée qui se trouve à 100 mètres de profondeur. C'est une cavité minée revêtue qui fait à peu près un diamètre de 45 mètres, une hauteur de l'ordre d'une centaine de mètres, 150 000 mètres cubes. Elle est alimentée par un puits et vous voyez le cycle d'injection quotidien. Ça, c'est un cycle sur une journée avec une phase d'injection, pause, décharge, injection. C'est un cycle quotidien complexe. Et vous voyez ici la température et la pression au sein de la cavité. Si vous faites l'hypothèse que votre air, c'est un gaz parfait, si c'est de l'air sec, si c'est de l'air humide avec tant d'humidité, donc la thermodynamique, elle est complètement différente. Et du coup, le comportement du stockage, il est complètement différent. Un deuxième exemple sur le stockage de gaz en cavité saline. Cet exemple que je vous montre, c'est un exemple réel sur lequel nous travaillons actuellement, où vous avez un cyclage maintenant. Les exploitants veulent faire 5 cycles par an. Vous les voyez, les 5 cycles par an, entre une pression minimale de 9 mégapascales et une pression maximale de à peu près 22 mégapascales. Sauf que ce problème, il est complexe. Pourquoi? Parce que les cavités de stockage que vous voyez sont en rouge. Elles sont situées à côté de cavités salines qui sont en cours d'exploitation. Les cavités salines sont en cours d'exploitation. On commence à lessiver les cavités de stockage. Les cavités salines en exploitation poursuivent leur exploitation pendant que les cavités de stockage rentrent en stockage. Et donc c'est un problème compliqué, tridimensionnel. En plus, avec une géométrie, une topographie, c'est une formation saline chahutée par la tectonique, avec une topographie complexe qui nous pose un problème au niveau de l'état de contrainte initiale, au niveau du champ de température complexe. Donc ceci nous a amené
à faire des calculs avec le logiciel que je vous ai présenté tout à l'heure pour reproduire le chargement de chaque cavité, pour coupler les phénomènes thermodynamiques, thermomécaniques au niveau du sel, et puis par la suite d'injecter ces historiques dans un calcul tridimensionnel pour essayer de reproduire le comportement de l'ensemble du stockage avec un historique complexe, où on arrive à ce genre de résultat. Regardez ici, pour l'une des cavités de stockage, ça c'est, donc on a une pression qui varie entre 9 et 22, 23 en fait, mégapascales, mais regardez la variation de température sur 50 années, la température aussi entre 10 et 60 degrés. La plage de variation est de 50 degrés pendant l'exploitation. Je peux vous assurer que 50 degrés de variation, ça affecte considérablement la stabilité de la cavité. Et donc vous voyez ici une illustration, une coupe horizontale qui vous montre l'une des grandeurs physiques que l'on utilise pour se prononcer sur la stabilité des cavités et leur interaction. C'est ce qu'on appelle le déviateur de contrainte. Vous voyez les 3 cavités de stockage qui sont en bas, et puis les 4 cavités de dissolution. Les cavités de dissolution ont en moyenne 3 à 4 millions de mètres cubes de volume, et les cavités de stockage ont en moyenne 500 000 mètres cubes de volume. C'est juste pour vous montrer la complexité du problème. Pour conclure, cette approche-là, qui nous paraît très intéressante et assez innovante, elle a aussi des retombées et des applications dans d'autres domaines. Tout à l'heure, on a parlé de la géothermie profonde. On accède par un puits dans lequel il va y avoir des échanges thermiques, et on compte utiliser cette approche avec Dominique pour essayer de voir comment on peut reproduire les échanges thermiques à travers. Mais aussi, elle peut s'appliquer pour le domaine pétrolier, pour regarder ce qui se passe au niveau du puits et son massif avec l'échange de matière. Prise en compte de l'échange de matière avec une géométrie évolutive, avec la prise en compte du fait qu'on a un milieu poreux. Et actuellement, cette méthode, on l'utilise aussi dans des applications minières pour reproduire des systèmes de congélation des massifs rocheux ou des sols à travers des tuyaux de congélation dans lesquels on fait circuler de la saumure et on regarde comment le processus de congélation s'opère. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Bien, on a le temps pour une question. Tout à l'heure, je faisais allusion à des activités humaines malveillantes. Maintenant, je vais faire allusion à des activités biologiques sans fondement moral. Dans le sel, notamment, je crois savoir qu'il y a des bactéries et des micro-organismes qui donc sont sujets de grande dessiccation et qui peuvent, je crois, même des dizaines d'années après, être réactivés dès qu'arrive un peu d'eau. Est-ce que c'est des choses que vous intégrez? C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez parlé de réaction de la paroi à des, disons, activations. Pour ne rien vous cacher, c'est que nous, le sel, normalement, c'est un matériau relativement homogène. C'est notre grand souci pour le sel, c'est plus la présence des insolubles dans le sel, qui ont des comportements différents, surtout lorsqu'il y a des variations de température. La dilatation thermique du sel et la dilatation thermique de ces insolubles sont très différentes. C'est plutôt notre souci, c'est de rendre compte de ces phénomènes. Pour ne rien vous cacher, on ne s'est jamais intéressé à ce problème-là. C'est plus cet aspect-là, comment rendre compte des insolubles dans le sel, qui ont un comportement thermomécanique totalement différent du sel et qui peuvent, par exemple, variation de dilatation thermique, conduire à l'endommagement du sel. C'est plus cet aspect-là qui nous chagrine par rapport au sel. Peut-être via, par exemple, le Muséum d'histoire naturelle ou autre, il y a peut-être un axe là à regarder si ça ne générerait pas en grande quantité, parce qu'évidemment c'est exponentiel, la réactivation de micro-organismes, par exemple, qui eux-mêmes consommeraient le gaz stocké et ils pourraient croître dans des proportions telles que tout d'un coup le dispositif serait... Le sujet, par exemple, les problématiques de stockage de CO2 et d'hydrogène, par exemple, dans des cavités salines. Jusqu'à maintenant, dans le logiciel, on considère que le gaz qui
où il y a de la saumure, on considère que le gaz et la saumure sont thermodynamiques, sont en équilibre thermodynamique. Et en fait, il y a un échange de matière, des phénomènes de dissolution qui se produisent entre le gaz et la saumure. Et ça, ce phénomène-là existe pour le méthane, mais il est beaucoup plus développé pour le CO2, par exemple, si on veut stocker le CO2. Un autre phénomène, et c'est là-dessus que les projets auxquels j'ai fait référence tout à l'heure, pour le stockage d'hydrogène, pour le stockage de CO2, c'est ce qu'on se propose d'étudier. Pour l'hydrogène, par exemple, on sait qu'il y a des phénomènes de perméation avec des risques de propagation de l'hydrogène dans le sel, malgré le fait que la perméabilité du sel soit très faible, mais ce phénomène doit être étudié. C'est là-dessus que, dans les propositions de projets que j'ai citées tout à l'heure, on souhaite un peu analyser ces phénomènes plus en profondeur. Ok, merci. À moins qu'il y ait encore une question. Sinon, moi, je vous propose... Ah, bon, allez-y. Et puis... Voilà. Merci. Moi, je me posais juste une question sur les durées de stockage qu'on considère. Parce que si on dit que c'est pour être capable de réagir par rapport au fait qu'il y a des énergies renouvelables, etc., il y a un peu de choses. Il y a le jour-nuit et puis il y a éventuellement l'été-hiver, quoi. Donc, qu'est-ce qui est envisagé dans les applications? Donc, la durée moyenne d'un projet, c'est entre 30 à 50 années de projet. Par exemple, pour l'air comprimé, pour rebondir à la question de notre collègue tout à l'heure du BRGM, en fait, il y a eu des études de ce qu'on appelle des business models qui ont été établis, en particulier avec le GDF Suez, hein, qui ont un département, parce que nous, on travaille, pour compléter ce qu'a dit Damien tout à l'heure, sur tout ce qui est creusement, que ce soit en cavité minière, creusement en cavité saline, on propose les éléments de coût. En revanche, tout ce qui est turbine, compresseur, c'est plutôt des informations que l'on retrouve chez les énergéticiens. Donc on a collaboré avec GDF Suez pour développer des business models qui permettent d'étudier la rentabilité économique, par exemple pour un stockage de type air comprimé. Et c'est autour de 30 à 40 ans. Ça, c'est la durée totale, mais pendant ce temps-là, on stocke, on déstocke, on restocke ou... C'est des cycles quotidiens, je vous ai dit. Donc, voilà. par exemple, c'est des cycles, un cycle classique, c'est un cycle d'injection de 5 heures dans la journée. Et puis, pour des rentabilités économiques, on se dit, est-ce que c'est plus important de décharger 2 fois 12 heures, 2 fois 4 heures, pour savoir si c'est par rapport à la fluctuation des prix, est-ce que c'est plus rentable ou non? Donc ça, c'est intégré dans le business model auquel j'ai fait référence tout à l'heure, avec la fluctuation des prix de l'électricité, avec des modèles probabilistes sur l'évolution des prix, et ainsi de suite.